Derrière le terme de tumeur cérébrale se cache une grande diversité de cancers, aux noms et aux traitements bien différents. Pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Mehdi Touat. Il est neuro-oncologue à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour docteur Touat. Bonjour Céline. Avant de parler de tumeur cérébrale, qu'est-ce qu'il est important de savoir à propos du cerveau? Alors, le cerveau, c'est un organe très important. D'abord, on n'en a qu'un. Et premièrement, c'est le support de notre comportement moteur, de notre comportement sensoriel. C'est le support de la pensée, de notre personnalité. Et donc, en tant que médecin, quand on va aborder le traitement d'un patient qui a une maladie du cerveau, il va falloir tenter de préserver le mieux possible toutes ces fonctions indispensables à notre vie quotidienne. Ensuite, le cerveau a mis en place chez l'homme un certain nombre de protections. Il se protège par exemple de substances qui sont dans la circulation et il est assez sélectif et finalement il va laisser passer essentiellement de l'oxygène, des nutriments et ça va limiter la pénétration de certains médicaments, mais aussi ça va limiter la pénétration de cellules du système immunitaire, par exemple, qui vont avoir une influence sur la réponse éventuelle à certains traitements comme l'immunothérapie. Ensuite, il faut savoir que, contrairement à d'autres organes, le cerveau a des capacités de réparation, de régénération qui sont moins importantes ou différentes. Il y a une plasticité du cerveau, il y a une capacité à réparer certains tissus, mais cette réparation va souvent être beaucoup plus lente et elle est plus difficile à prévoir. Et donc, chez certains patients, on va avoir des symptômes qui récupèrent bien ou très bien après, par exemple, une intervention ou un accident au cerveau, et d'autres patients vont avoir une récupération beaucoup plus limitée. Donc ça, c'est un élément particulier. La plasticité est très particulière. Et enfin, je dirais que pour l'instant, notre compréhension du cerveau, de son fonctionnement, reste assez limitée. Et donc, on apprend beaucoup de choses qui vont probablement modifier la façon dont on soigne les malades. Et donc, il est très important de continuer à essayer de mieux comprendre le cerveau et son fonctionnement pour mieux soigner les patients. Quels sont les différents types de tumeurs cérébrales qui existent? Les tumeurs cérébrales sont définies par une classification qui fait référence, qui est la classification de l'OMS, qui va définir un grand nombre de sous-types en fonction de l'aspect des tumeurs au microscope et de certaines modifications génétiques, c'est-à-dire de mutations de l'ADN qu'on va retrouver au niveau de la tumeur. Ce que ça veut dire, c'est que pour faire un diagnostic, pour déterminer s'il s'agit de telle ou telle maladie, on a besoin d'analyser le tissu de la tumeur qu'on va obtenir à partir d'une biopsie ou d'une chirurgie au cours de laquelle on va enlever un morceau de la tumeur. Cette classification, elle reconnaît un grand nombre de sous-types, plus de 100 sous-types en fait. Et il faut savoir que l'épidémiologie, c'est-à-dire la fréquence de ces différents sous-types, va varier en fonction de facteurs comme le sexe et l'âge. Et donc les maladies, les types de tumeurs du cerveau qu'on rencontre chez l'enfant ne sont pas forcément les mêmes que ceux fréquemment retrouvés chez l'adulte. Quand on regarde plus précisément les grandes maladies, si on s'intéresse aux maladies qui sont les plus fréquentes, les principales reconnues sont d'une part ce qu'on appelle les métastases. Il faut savoir que c'est en réalité plus fréquent que les tumeurs primitives. Donc les métastases sont des tumeurs qui proviennent d'un autre organe de l'organisme. Ensuite, il y a plusieurs grandes familles de tumeurs primitives qu'on va définir en fonction du tissu ou de la cellule d'origine de cette tumeur et qu'on va également définir en fonction du grade de malignité qui reflète, si vous voulez, l'agressivité de la tumeur. Et donc ce grade, le grade histologique, va varier du grade 1, qui correspond au cas des tumeurs bénignes, qu'on peut potentiellement guérir avec de la chirurgie, au grade 4, qui définit des tumeurs
avec un comportement plus agressif et qui sont potentiellement mortels. Si on regarde les grandes familles de tumeurs primitives, il y a des familles de tumeurs qui se développent à partir de la méninge. La méninge, c'est l'enveloppe qui entoure le cerveau. Et donc ça s'appelle les méningiomes. Et c'est des tumeurs qui sont le plus souvent bénignes, de grade 1, qu'on va retrouver par exemple fréquemment chez la femme. Il y a d'autres tumeurs fréquentes et bénignes qui concernent une glande qui s'appelle l'hypophyse et qui se trouve directement en lien avec le cerveau. Il y a ensuite un groupe de tumeurs qu'on appelle les gliomes, qui concernent un groupe de tumeurs qui sont plus souvent malignes, plus souvent agressifs. Au sein de ces gliomes, il va y avoir ensuite différents types de tumeurs. Les plus fréquents, chez l'adulte, on a le glioblastome, qui est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente, qui malheureusement est une maladie assez agressive, qui survient le plus souvent chez des patients qui vont avoir 60-65 ans. Il y a ensuite des gliomes qui touchent des sujets plus jeunes, d'âge moyen d'environ 40 ans, qui sont des gliomes plus lentement évolutifs, qui sont associés à des mutations particulières qu'on appelle les mutations de l'isocitrate déhydrogénase 1 et 2. Et puis, il y a d'autres types de gliomes qu'on retrouve par exemple chez l'enfant. On appelle ça les gliomes de la ligne médiane, qui peuvent être des maladies assez agressives. Et enfin, des gliomes plus rares qui sont parfois bénins, des gliomes de grade 1 ou de grade 2. En plus de toutes ces maladies-là, il y a un grand nombre d'autres types de tumeurs qui sont beaucoup plus rares. Et quels peuvent être les symptômes de ces tumeurs? Comment on les reconnaît? Alors, il y a 3 grands types de symptômes. Premièrement, il faut savoir que la tumeur, les cellules tumorales ou l'œdème qui les entoure parfois peuvent irriter le cortex. Le cortex, c'est l'endroit où les neurones se situent. Et donc, quand on irrite le cortex, on peut produire ce qu'on appelle des crises d'épilepsie, qui sont des symptômes de révélation fréquents de ces tumeurs. Ça peut être des crises convulsives généralisées, mais ça peut être aussi des crises d'autres types, comme des phénomènes sensitifs, moteurs ou des troubles du langage transitoires. Ensuite, quand une tumeur grossit dans la boîte crânienne, elle peut entraîner ce qu'on appelle une élévation de la pression intracrânienne qui peut se traduire par des maux de tête, des nausées, des vomissements, des vertiges inhabituels chez le patient. Enfin, les tumeurs, quand elles se développent, elles vont perturber certaines régions du cerveau et donc elles peuvent entraîner ce qu'on appelle les signes déficitaires qui consistent en, par exemple, une paralysie ou des troubles sensitifs d'un côté du corps, des troubles du langage, des modifications du comportement qui le plus souvent vont s'installer progressivement sur quelques jours ou quelques semaines par opposition aux AVC qui le plus souvent s'installent en quelques minutes. Dans d'autres circonstances qui sont plus rares, on va découvrir une tumeur cérébrale de façon fortuite. C'est le cas par exemple de patients qui vont avoir une imagerie du cerveau suite à un traumatisme crânien ou un symptôme qui n'a pas de rapport et on va découvrir à cette occasion-là une image dans le cerveau qui correspond à une tumeur. Quelle spécificité des tumeurs cérébrales rend leur traitement complexe? Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a des spécificités liées à l'organe lui-même. Comme on a dit tout à l'heure, le cerveau est un organe particulièrement noble. C'est difficile d'enlever beaucoup du cerveau. Et donc, on va, le plus souvent pour le traitement, être assez limité dans l'étendue de la chirurgie, c'est-à-dire dans l'étendue du tissu de cerveau qu'on peut enlever. Et puis, comme je vous le disais, c'est un organe qui se protège. Et donc, il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise en cancérologie, comme des chimiothérapies, qui vont très peu ou pas du tout passer cette barrière qu'il y a entre le sang et le tissu cérébral. Et donc, l'exposition des cellules tumorales à certains médicaments va parfois être limitée. Enfin, le système immunitaire, je vous ai dit, est très particulier. C'est un système immunitaire qui est différent de celui du reste de l'organisme. Et donc, les traitements comme l'immunothérapie, pour l'instant, donnent des résultats assez limités.
Ensuite, il y a des spécificités liées aux tumeurs elles-mêmes, à leurs caractéristiques, et on fait face, pour certaines tumeurs cérébrales, à des cancers qui sont particulièrement résistants au traitement chez certains patients qui vont pas beaucoup répondre finalement à la radiothérapie, à la chimiothérapie, et c'est le cas notamment du glioblastome, qui est une maladie particulièrement agressive. Enfin, quand on va prendre en compte le traitement de ces maladies, il y a l'après-traitement. Et donc, il faut toujours trouver la bonne balance entre l'agressivité des traitements, qui est nécessaire pour contrôler la maladie, et les effets secondaires qu'on va induire, et notamment les effets secondaires à moyen, à long terme, sur les fonctions cognitives, sur les fonctions neurologiques, qui vont avoir un impact important sur la qualité de vie des patients. Docteur Meditwat, qu'est-ce que vous diriez à un patient ou une patiente qui on vient de diagnostiquer une tumeur cérébrale? Alors c'est difficile de vous répondre précisément parce qu'on va adapter bien sûr l'information et le discours au diagnostic précis. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que les objectifs de l'équipe en termes de traitement vont être à la fois d'obtenir le meilleur contrôle de la maladie, si possible la guérison. Et ça peut se faire à travers différentes stratégies. Il y a certaines tumeurs pour lesquelles on peut simplement proposer une surveillance, d'autres où on va proposer une chirurgie, et puis parfois il faudra ajouter de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Le deuxième objectif qui sera primordial dès le début de la prise en charge, ce sera de maintenir, de préserver les fonctions neurologiques, la qualité de vie. Et donc, tout le long de cette prise en charge, on va être dans cette recherche de compromis entre les deux. Ce que je dirais aussi, c'est que malgré que certains cancers font peur, on a quand même des réponses, et parfois des très bonnes réponses, des très bonnes surprises, y compris pour des cancers particulièrement agressifs. Et donc, il faut s'accrocher, il faut se battre. Et les patients vont être pour cela accompagnés d'équipes très spécialisées, puisque la prise en charge va s'appuyer sur des équipes de référence avec tous les médecins experts, neurochirurgiens, radiothérapeutes, oncologues, et puis tous les paramédicaux aussi qui vont participer à cette prise en charge. Vos travaux de recherche ont récemment permis de faire une publication dans une revue prestigieuse médicale. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, je pense que vous faites référence aux résultats d'un grand essai clinique international qui s'appelle l'essai Indigo, qui a évalué une stratégie de thérapie ciblée par un inhibiteur des enzymes isocitrate déhydrogénase, le voracidenib, chez des patients qui ont donc ces formes de gliome associées à ces mutations-là. Donc c'est un traitement un petit peu nouveau pour nous puisque c'est une thérapie ciblée. C'est un traitement qui va avoir une action très sélective contre cette protéine mutante qui se trouve dans la tumeur au cerveau. Et dans cet essai qui a fait travailler beaucoup d'équipes à travers l'ensemble de la planète, il y a eu environ 300 patients qui ont participé à cette étude, et ça a permis de démontrer qu'en comparaison à un placebo, ce traitement permet de mieux contrôler la maladie et donc de prolonger la durée pendant laquelle la tumeur est contrôlée et probablement de retarder l'utilisation de traitements plus lourds comme la radiothérapie, la chimiothérapie, en tout cas chez des patients très sélectionnés. Donc c'est un résultat qui est important, qui va probablement modifier notre pratique quotidienne, qui ouvre beaucoup d'espoir, encore une fois, chez une population de patients assez sélectionnés. Et c'est la première fois, je dirais, qu'en neuro-oncologie, on a des résultats vraiment positifs avec une thérapie ciblée. Et donc ça ouvre beaucoup de perspectives également pour l'avenir, pour le développement d'autres traitements qui concerneraient les autres patients qui ne sont pour l'instant pas éligibles à ce type de stratégie. Comment on peut être éligible? Alors, ce traitement, dans l'essai Indigo, il était adressé à des patients qui ont un gliome de grade 2,
avec mutation IDH qui avaient eu une chirurgie dans les années précédant la participation à l'étude et qui ne nécessitait pas de façon immédiate qu'on fasse de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. C'est-à-dire que la maladie était à un stade très lent et assez contrôlé finalement. Et donc on était dans cette approche où on essaye de positionner un médicament qui est très bien toléré, qui est peu toxique, à ce moment-là où la qualité de vie est maximale, essayer de contrôler cette maladie le plus longtemps à ce moment-là pour retarder le moment où on utiliserait la radiothérapie, la chimiothérapie. Il faut savoir que ces gliomes associés aux mutations IDH, ils existent également dans des stades plus avancés de grade 3, voire même de grade 4. Et pour l'instant, on ne sait pas si le vorasidenib est efficace dans ces situations-là. Donc c'est un nouveau traitement qui apporte de l'espoir, mais pour l'instant, dans ce qu'on sait, pour une population assez sélectionnée. Peut-être pour terminer, comment vous répartissez votre temps entre activité de recherche et activité clinique? C'est difficile de vous donner une estimation précise parce que ça varie entre les périodes. Dans notre équipe, on a une organisation qui fait qu'il y a des moments où on va être beaucoup plus impliqué sur la clinique et puis d'autres où on répartit plus d'efforts sur la recherche. À titre personnel, je dirais que c'est peut-être environ la moitié du temps qui est dédié aux soins des malades, en consultation, à l'hôpital de jour, au secteur d'hospitalisation, et puis tous les à côté, parce qu'il y a pas mal de réunions où on va discuter de la prise en charge. Et l'autre moitié du temps est dédiée à la recherche, à la fois la recherche clinique dans les murs de l'hôpital et la recherche au laboratoire à l'Institut du cerveau. Merci pour votre temps. Merci.